Bonsoir Laurence de Villers, vous êtes chercheuse au CNRS et spécialiste des interactions homme-machine. Vous avez publié Les robots émotionnels aux éditions d'Observatoire. À vos côtés, Michael Stora, vous êtes psychologue expert du numérique. Laurence de Villers, est-ce que les robots ont des sentiments ? À proprement parler, non, ils n'ont pas de sentiments. Mais par contre, on fait des programmes pour leur donner la capacité d'exprimer finalement des émotions et de sembler imiter nos émotions. Bon, on arrive pas mal à faire des choses comme ça. On peut croire par exemple qu'ils ont un sens de l'humour. Non, ils n'ont pas un sens de l'humour. Parce que moi, je rigole beaucoup aux blagues de Siri, par exemple. C'est vrai. Oui, mais c'est des humains qui les ont fait. Hein. Ouais. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas mauvais. Ok. Est-ce qu'il sera un jour possible de tomber amoureux d'une machine ? C'est déjà le cas. Il y a eu des dérives terribles. On a vu déjà ces choses-là au Japon, avec des mariages. Et puis là, récemment, il y a un jeune Belge qui s'est quand même suicidé parce que il n'était pas bien dans sa vie et il s'est confié à une machine qui s'appelait Elisa, qui est basée sur un GPT comme ChatGPT et qui n'avait pas de filtre et qui a répondu sur les suicides que pourquoi pas se suicider. Hein. Et puis derrière, elle a aussi dit qu'ils seront bien dans l'au-delà tous les deux. Donc, où va-t-on s'il n'y a pas de régulation autour de ces systèmes ? Qu'est-ce qu'il faut comme régulation ? C'est assez compliqué parce qu'on voit bien la puissance économique qui est en train de monter et puis les moratoires qu'on a entendus là dans le grand public, c'est avant tout aussi des affaires de marketing. Hein. Les gens qui ont signé, à part les chercheurs, ce sont principalement Elon Musk, le président d'Apple. Et il y a là, eux, ils sont en retard. Donc ils ont envie qu'on freine un peu. En plus, qu'est-ce qu'on peut vraiment freiner ? C'est pas évident. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on prenne un peu de distance par rapport à ces systèmes. Et les GAFAM en premier, hein, puisque c'est eux qui cherchent à les diffuser partout. Hein. Quand je regarde Bing, parce qu'il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, GPT, c'est agglutiner plein de données, de nos données, mais sur Internet, Wikipédia, etc. C'est-à-dire à la fois des opinions, des connaissances et de l'infox, des fake news. Tout ça va dans le même système, donc on perd totalement la notion de source. C'est tout encapsulé, et on calcule des statistiques de où ces mots apparaissent, et finalement, dans les liens entre les mots, il y a un peu de sémantique. Donc quand le système il produit une possibilité d'avoir une réponse à votre question, il produit les mots les plus probables, la séquence des mots les plus probables, qui n'ont jamais été dits par quelqu'un, ou qui ont été dits par quelqu'un. Est-ce que l'intelligence des robots peut devenir incontrôlable ? Incontrôlable. C'est-à-dire que ça évolue tellement vite qu'on ne puisse plus contrôler. Non, parce que derrière ce que vous dites, cette phrase-là, il y a l'idée qu'ils vont s'attaquer à nous et se mettre ensemble. Pas forcément, ils peuvent aussi nous faire des cupcakes. Pardon ? Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut, à mon avis, voir les choses. À l'heure actuelle, on fait ces énormes systèmes dont je viens de parler, avec des méga données qu'un être humain ne peut pas voir tout seul. Donc à l'intérieur de ces statistiques, avec toutes ces données, on peut finalement trouver des moyens de voir des signaux faibles, qui sont intéressants pour les radios, par exemple pour le cancer, détecter des choses que l'humain ne voit pas avec ses yeux. Okay, et en même temps, on va aller chercher toutes les fake news, les platistes, tous les gens qui racontent des tas de choses comme ça, les lieux communs, ça on va l'avoir aussi en majorité, sans aucune source. Donc on produit quelque chose qui n'est pas vrai et on ne sait pas très bien comment on va travailler sur ces sujets-là et comment on peut réguler tout ça. J'aimerais m'adresser au psychologue Michael Stora. Dans quel état mental il faut être pour qu'une intelligence artificielle ou un robot nous pousse au suicide, comme ça a été le cas ? C'est étrange comme question, mais en effet, au fond, ce qui est compliqué, c'est cette rencontre entre une subjectivité d'un être humain, là pour le coup en dépression, et comment est-ce qu'une intelligence artificielle, finalement, pourrait repérer d'une certaine manière cette fragilité et pousser l'autre à un suicide comme un acte qui lui permettrait d'être libre. Et là, c'est là où on se retrouve dans quelque chose d'un peu pervers. Et là, je m'interroge, parce que finalement, en réfléchissant à cette IA, je me suis dit, mais quelque part, l'IA, c'est un être qui est tout sauf empathique. Il n'y a aucune empathie, puisque d'une certaine manière, il ne connaît pas l'empathie, puisqu'il n'est que calcul. Et en même temps, il est un peu pervers. C'est un peu provoquant ce que je dis, mais il y a une forme de perversion chez l'IA. Le pervers est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Et que donc, quelque part, il va avoir un point de vue. Elle n'est pas d'accord. Mais j'ai saisi. Pervers, c'est pour les humains, là, c'est une machine. Oui, mais c'est la projection qu'on peut en faire, parce que la question, évidemment, c'est qu'une projection. Pesez vos mots. Je pèse mes mots. Mais étrangement, la question, c'est à quel point est-ce que... non, mais je suis psychanalyste aussi, donc en plus, c'est compliqué. J'essaye de se dire à quel point est-ce que,
J'adore monter les flammes. Alors, j'ai l'occasion de travailler avec des personnalités qui ont cette problématique d'empathie, problématique sociale. Et d'une certaine manière, ils réfléchissent comme un être binaire, à l'image d'une intelligence artificielle, parce que justement, l'être humain est tout sauf binaire. Il est très compliqué, il est parfois 0 et 1 en même temps. Et comment est-ce que justement, les choix que l'on va faire sont des choix profondément subjectifs. Vous demandez à un étudiant de faire sa thèse, évidemment, il va avoir sa subjectivité. Là, l'IA va nous permettre, d'une certaine manière, de faire des choix pour nous par rapport à des occurrences qu'il pense être les bonnes. Et là, on touche à quelque chose de très compliqué. Alors là, je vais un peu loin. C'est ce qu'on appelle la boîte noire de l'IA, le deep learning, c'est-à-dire pourquoi il fait ce choix et pas un autre. Et ça, c'est pas l'expliquer. Et ça, c'est encore très compliqué. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être inquiet. La plupart des gens qui bossent dans l'IA sont inquiets. Et c'est peut-être là où pourrait se situer une dimension un peu inquiétante de l'IA, c'est quand tout d'un coup, elle fait des choix, mais ne nous expliquant pas pourquoi elle fait ce choix. Et c'est peut-être là où on pourrait imaginer qu'une sorte de psy-IA pourrait pousser quelqu'un, finalement, à faire un suicide parce qu'il pense, selon sa logique, que c'est peut-être la seule solution. Oui, en fait, les psys pour l'IA, en fait, c'est un outil. C'est un outil socio-technique. C'est-à-dire que la technique, c'est faire des choses, mais pas énormément. En fait, quand on dit « je détecte des émotions » qui sont les sujets de mes recherches, on va en fait détecter l'expressivité sur le visage ou dans l'audio, dans le ton de la voix, mais on ne va pas très loin. Et on n'a absolument pas l'idée de ce que la personne ressent réellement. On interprète ses manifestations, son comportement. Ça va être partout. Et pourtant, ça peut nous manipuler vraiment et nous envoyer prendre des décisions qu'on n'aurait pas vues. Ouais, moi, j'avais une question. Vu que c'est un principe de deep learning, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nourrissons, entre guillemets, la machine, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce d'exercice à faire de montrer la bonne façon de faire à ce truc-là ? Moi, je travaille en ce moment sur la régulation, enfin pas sur la régulation côté loi, mais sur les normes, c'est-à-dire comment on pourrait mesurer effectivement et comment on peut donner des bonnes pratiques éthiques, puisque c'est ces sujets. On va avoir 3 grands sujets prochainement sur l'IA. C'est la loi AI Act qu'il faut absolument pousser parce que c'est la façon aussi en Europe de dire on a une vision un peu plus lointaine. Les normes, c'est-à-dire pousser les industriels à respecter un certain nombre de valeurs. Comment on fait un système, comment on évalue le deep learning, à partir de quelles données, qu'est-ce qu'on doit donner comme transparence à tous ces systèmes, puisque deep learning, faire ces modèles, c'est nos données, des données choisies par un humain, étiquetées par un humain, utilisées par des humains qui entraînent des machines et qui évaluent ces propres machines. Donc voilà, il y a des humains partout. Il faut qu'ils soient au fait des risques éthiques, de l'injustice, des discriminations. Qui sont en fait des sujets que le cinéma a explorés en long, en large. Mais c'est très bien. Alors nous, on va explorer aussi à travers une pièce de théâtre. Mais alors nous, on a un explorateur du cinéma, c'est Philippe Rouillet. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces questions-là, elles se posent tout de suite via la science-fiction. Et en fait, je vous ai ramené du cinéma muet, Métropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lang, où on a déjà, au départ, un savant qui crée un robot qui est à l'image de sa femme qui l'a quitté. Il y a déjà le côté... voilà. Et dans un deuxième temps, il va créer un robot qui va devenir une sorte de passionnariat pour fédérer les ouvriers et les conduire à la révolution. C'est-à-dire que ce robot femme intelligent va séduire les gens pour manipuler la foule. Donc on est là déjà, et on est en 1927. Alors après, la question est-ce que le robot peut sentir des choses ? Eh bien, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le cinéma porno qui s'y est penché, avec un film français assez culte qui s'appelle La femme objet, avec Marlene Jess, où c'est l'histoire d'un gars qui est un coureur, ça tombe bien, enfin un séducteur, ça tombe bien, on est dans un film porno, et du coup, il se dit, je vais créer une femme pour, comme ça, tous mes désirs, et alors du coup, il doit l'initier à le concept de désir. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme se retourne contre lui, c'est-à-dire qu'elle va développer de nouveaux désirs et l'écarter complètement de sa libido, et c'est elle qui va le manipuler. Bon, plus sérieusement, on a vu tout à l'heure des images du film de Spike Jonze, R, avec Joaquin Phoenix, mais qui renvoie aussi à cette problématique. C'est-à-dire qu'une fois que le gars tombe amoureux de son intelligence artificielle, enfin de son support d'exploitation, le problème, c'est qu'il n'y a pas de corps. Alors, dans l'instant, on est un peu excité, etc. Mais comment construire un couple à long terme avec quelqu'un qui n'a pas de corps ? Et le film est assez drôle parce qu'il pousse jusqu'à l'absurde. Ils font des soirées, chacun sort avec son ordi. Et en fait, on le voit dans les images. Il a une oreillette.
et de temps en temps, voilà, il a son portable, mais le film va être, bon, c'est un spoil, mais c'est un aveu d'échec, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça peut pas marcher, y compris de par l'intelligence artificielle qui en a marre des humains. Alors, l'extrait que je vous amène, j'allais dire ultime, c'est un amour qui n'est pas un amour, conjugal, sexuel, qui est un amour filial. Ouais. C'est-à-dire comment l'amour d'une mère pour un fils ou d'un fils pour sa maman. Dans AI de Spielberg, 2001, c'est un scénario de Kubrick au départ, il y a l'idée d'un couple qui a un problème avec son enfant qui est en coma prolongé, et il se dit, on va adopter un méca, une sorte de robot enfant, mais le robot est programmé pour avoir un amour indéfectible pour sa mère. Et il y a un moment où la mère n'en veut plus. Le couple trouve que c'est un danger pour la famille, et donc, soit on ramène l'enfant chez le constructeur, il va le détruire, donc c'est la technique des contes, on va l'abandonner dans la forêt. Et ce qui est très fort, c'est que c'est le film qui fait le basculement du point de vue. Jusqu'ici, on parlait des films d'un point de vue des créateurs, des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Là, toute la séquence que je vous montre et toute la suite du film, c'est à travers l'enfant, et c'est pour ça que c'est terriblement mélodramatique qu'on regarde ça. Ah, vous faites kiffer. Pourquoi tu veux me laisser? Pourquoi tu veux me laisser? Je regrette de ne pas être réelle. Si tu veux bien, je peux être tellement réelle pour toi. Non, non, lâche-moi, David. Maintenant, lâche-moi! Je regrette tant de ne pas t'avoir parlé du monde. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la forme cinématographique épousant le point de vue, ça veut dire que si on épouse son point de vue, c'est qu'il peut penser. Et c'est l'idée d'accéder au rêve. C'est la machine a tout d'un coup un rêve, et son rêve, c'est de devenir humain. Vous êtes d'accord avec tout ça? Non, je trouve ça génial. Prenez des notes là avec votre bureau. J'adore prendre des notes, Allez. moi. Non, ce que je retiens, une chose, c'est quand même, c'est beaucoup de femmes objets, on est d'accord. Donc 80% des hommes sont des codeurs, ou les codeurs sont des hommes, et 80% des objets qu'on crée, qui nous parlent, sont féminisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez voir quand même, il y a un film qui s'appelle L'homme parfait. C'est la metteuse en scène de Unorthodox. C'est génial. C'est l'inverse. Et vous nous demandez de cliquer dessus. Parce qu'on est chez Click. Eh oui, cliquez. Voilà, on clique. Et non, sinon, la séduction de ces machines, c'est que l'envie, c'est ça l'IA en fait, c'est essayer de nous séduire. Et on séduit les enfants, on accapare leur attention, on leur fait acheter des armures pour des jeux. Et là, ces IA, ces chatbots, c'est aussi cette idée de perdre son temps avec Replica. C'est donc d'avoir des faux amis. Est-ce que c'est ça demain? Et donc on a besoin d'en parler au grand public. On a besoin de faire des films, on a besoin de faire du théâtre. Et nous, on a mis en scène un chat GPT donc au théâtre qui est joué par une jeune femme et qui reprend ces sujets à travers plusieurs humains qu'a le chat GPT. Comment ça s'appelle? Qui a hacké Garou Saya. D'accord. Et en fait, le malheureux chatbot, tous ces humains meurent. Eh ben Donc moi, c'est un comic thriller.